Bonsoir, mesdames, messieurs. Nous sommes très contents de vous accueillir parmi nous pour cette quatrième conférence de notre cycle 2020-2021 ayant pour thème la nature en ville. Je m'appelle Sarah Diaz, je suis responsable de la filière planification et aménagement urbain à la ville d'Yverdon-les-Bains et je serai la modératrice de cette soirée. Avant de passer au vif du sujet, je vous propose de passer la parole à Madame Gloria Capt, notre municipale en charge de l'éducation d'urbanisme et des bâtiments, à qui je remercie chaleureusement la présence. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation pour la conférence de ce soir. C'est la quatrième d'un cycle de conférences que nous organisons pour parler des questions urbaines, de l'actualité, en lien avec les nombreux projets que la ville mène actuellement et qui touchent directement la population. Afin d'être attentive aux préoccupations de toutes et de tous et de mener des projets de qualité, la ville propose cet espace de débat ouvert entre les techniciens communaux, les experts du monde professionnel et bien sûr les habitantes et habitants de notre ville. Le but, c'est de partager des idées, des expériences, des craintes, des résultats sur toute une série de projets au cours de plusieurs soirées qui se sont déjà déroulées par le passé et qui vont continuer de se dérouler cette année, et voir au-delà si l'expérience s'avère positive lorsque le bilan en sera fait. Aujourd'hui, après avoir abordé la question de la place du piéton en ville, ainsi que des inégalités de genre dans les cours d'école et de l'attractivité des centres-villes, nous souhaitons parler des rôles et des bienfaits de la présence du végétal en ville. Lors des prochaines rencontres, nous aborderons aussi des thématiques liées aux défis du réchauffement climatique, au patrimoine et à d'autres thèmes que nous estimons être tout aussi passionnants. Je vous souhaite donc la bienvenue et je passe la parole à Monsieur Julien Wessner, en charge du service de l'urbanisme de la ville, qui vous expliquera plus en détail l'objectif de la conférence de ce soir et qui vous présentera ensuite nos deux invités. C'est tout à fait juste. Alors, pas un petit souci logistique, finalement, c'est moi qui fera la modération de la soirée, pas Monsieur Wessner, mais ça sera tout aussi similaire. Donc, nous comptons aujourd'hui avec la richesse de 4 interventions qui passeront dès un contexte un peu plus généraliste, voire historique de la nature en ville par Madame Laetitia Denens, jusqu'à une étude de cas un peu plus concrète dans le canton de Genève présentée par Madame Delia Fontaine, en passant par les bénéfices de la nature pour la santé par Madame Danielle Martinoli. Et on va terminer la soirée avec une brève présentation d'exposition Supernature, actuellement au Centre d'art contemporain d'Yverdon-les-Bains, présentée par Monsieur Rolando Bassetti, son directeur. Je rappelle que les caméras et les micros de nos spectatrices et spectateurs sont éteints par défaut, mais que vous pourriez utiliser à tout moment l'onglet questions et réponses qui se trouve en bas de votre fenêtre Zoom. C'est aussi via cet outil que vous pouvez nous poser soit des questions techniques, soit des questions directement adressées à nos intervenantes et intervenants de la soirée, qui nous liront à la fin lors du moment de débat. Les intervenants sont priés d'allumer donc leur micro et caméra au moment de leur discours, ainsi que lors du débat final. Je profite pour rappeler que le dialogue de cette soirée, c'est plutôt destiné aux interventions qui seront présentées et pas directement au projet Yverdon-les-Bains. Cela dit, on tenait quand même à cœur de vous présenter le pourquoi cette thématique, pourquoi elle nous tient à cœur et pourquoi nous avons décidé d'en parler ce soir. Pour ceci, je vais passer la parole à mon collègue Nicolas Nassau, du service des travaux et d'environnement, qui vous racontera un peu plus. Bonsoir à toutes et à tous. Pour ma part, je vais effectivement vous expliquer brièvement le contexte yverdonois et pourquoi la ville d'Yverdon se pose la question de la place à accorder ou non à la nature en ville sur son territoire. Pour commencer, il y a plusieurs raisons qui poussent les villes à promouvoir la nature dans leur milieu bâti. Parmi elles, on peut citer bien évidemment l'état critique de la biodiversité, le réchauffement climatique, mais aussi le souci de la qualité de vie de ses citoyens, des citoyens de la ville. Puisqu'on sait que la présence de la nature, la présence d'une nature de qualité dans le milieu bâti participe à la bonne santé mentale de la population. Yverdon-les-Bains, en tant que ville, est forcément confrontée à l'ensemble de ces enjeux, mais a également une responsabilité toute particulière de par sa situation géographique. Comme vous pouvez le constater sur la carte ci-jointe,
La ville se situe entre la Grande Carissée, qui est le plus grand marais de Suisse, le Bois des Vernes, qui est une zone alluviale d'importance nationale, une réserve d'oiseaux d'eau et migrateur d'importance internationale. On trouve également un territoire d'intérêt biologique prioritaire dans le réseau écologique cantonal vaudois, et également la plaine de l'Orbe, en limite sud-ouest de la ville, qui est une vaste zone d'agriculture intensive, mais qui possède un bon nombre de centres d'intérêt pour l'environnement et la biodiversité, avec notamment des cordons boisés, donc des alignements d'arbres, mais aussi les surfaces de promotion de la biodiversité qui sont mises à disposition par les agriculteurs. Du point de vue de la biodiversité, c'est très intéressant d'avoir ces zones plus ou moins préservées pour protéger les espèces présentes, mais il est d'autant plus important de maintenir une connexion entre ces milieux naturels. Dans notre cas, la ville d'Yverdon a donc la responsabilité de faire office de relais pour la faune, aussi la flore d'une certaine manière, entre ces différents milieux, en devenant le plus perméable possible à la nature. Concrètement, comment ça se met en place sur le terrain? La ville a mis en place au cours de ces dernières années beaucoup de mesures pour offrir à sa population une nature de proximité, mais surtout de qualité. Ça passe notamment par une gestion vraiment très durable de ces espaces verts, avec l'abandon depuis de nombreuses années des produits phytosanitaires, mais aussi de la tourbe, et puis la recherche continue d'améliorer les pratiques du point de vue de la durabilité et de l'écologie. Un des points essentiels, et qu'on retrouve dans de nombreuses villes, mais c'est l'entretien différencié, donc des espaces verts où dès que l'usage le permet, on va entretenir de manière moins intensive l'espace et permettre à la flore de se développer, flore qu'on va faucher une fois par année seulement, ce qu'on appelle la fauche tardive, le plus tard possible, et puis qui permet justement à cette flore de faire l'entier de son cycle de vie, et ce qui offre également aussi des abris précieux à la microfaune. Pour lutter aussi, deuxième point, pour lutter contre les îlots de chaleur, on essaye aussi de densifier un maximum la végétalisation du milieu bâti, avec la végétalisation de certaines toitures plates, mais aussi un soin tout particulier qui est porté à nos arbres. Il faut savoir qu'on a plus de 3000 arbres sur le domaine public à Yverdon, et c'est un chiffre qui augmente chaque année puisqu'on abat moins d'arbres on plante plus d'arbres que ce qu'on abat. Donc c'est vraiment un élément qui est très intéressant notamment aussi pour lutter contre les îlots de chaleur, mais pour offrir aussi à la faune et à la biodiversité certains petits abris en ville. Il y a aussi toute une réflexion sur le choix des essences pour les arbres. Quand on plante un arbre, on est obligé de réfléchir sur les 50 voire 100 prochaines années selon le milieu. Et on privilégie donc dans la mesure du possible les essences indigènes, donc locales, mais dans le but de s'adapter au mieux au réchauffement climatique, l'apparition aussi de certains parasites. Ce qu'on privilégie, c'est surtout le mélange des essences. Donc on va essayer d'avoir un panachage d'essences vraiment important pour qu'on puisse garantir l'état de notre patrimoine arboré sur le long terme. Enfin, le dernier point, c'est l'amélioration de l'accueil de la faune en milieu bâti. Ça rejoint un peu les deux premiers points. Mais il y a plusieurs structures concrètes qui ont été mises en place, comme notamment les hôtels à insectes, nichoirs à oiseaux. Après, ce qui est vraiment important de prendre en considération, c'est que quand vous attirez la nature en milieu bâti, vous pouvez aussi avoir quelques soucis de cohabitation. L'exemple parfait à Yverdon, c'est la présence du castor, qui se plaît énormément sur les rives du lac. Forcément, Yverdon, ville d'eau, traversée par 5 cours d'eau dont les rives du lac sont peu bâties. Il se plaît forcément. Le souci, c'est que les arbres qui ont été plantés aux rives du lac ou dans l'alignement des embouchures des cours d'eau étaient régulièrement attaqués par le castor. Donc pour pallier à ce problème, on a dans un premier temps protégé les pieds d'arbres par de simples grillages. Mais le but étant de cohabiter avec le castor, étant pas de le chasser ni de l'affamer, on a mis en place une hutte artificielle sur les rives du lac, mais également des garde-manger pour le castor, constitués de simples boutures de saules à différents endroits stratégiques. Et on a plusieurs retours qui montrent que ça marche effectivement très bien, puisque le castor va se nourrir dans ces garde-manger en préservant ainsi notre patrimoine arboré. Un autre enjeu auquel doivent faire face les villes, l'ensemble des villes suisses, à mon avis, lorsqu'elles souhaitent faire la promotion de la nature en ville,
c'est le ratio d'espaces verts sur le domaine public et espaces verts sur le domaine privé. Dans la majorité des cas, en Suisse du moins, et c'est le cas notamment à Yverdon, on a une majorité d'espaces verts qui se situent sur le domaine privé. Donc en tant que ville, vous avez beau gérer vos espaces sur le domaine public de manière exemplaire, vos espaces verts, hein, mettre en place des structures pour favoriser la biodiversité ou autre, si ces actions elles sont pas relayées d'une façon ou d'une autre sur le domaine public, votre objectif aura de la peine à être atteint. Raison pour laquelle on met quand même un bel accent sur les actions de communication et de sensibilisation pour la population. On a mis en place notamment la signalétique Biodiversity il y a, en 2010, dans un premier temps pour sensibiliser la population à la gestion différenciée, pour leur expliquer pour quelles raisons certains pieds d'arbres, certains talus, certaines prairies n'étaient plus entretenues de manière intensive, ce qui faisait beaucoup jaser dans un premier temps. Les gens trouvaient ça sale, pas forcément très... remettaient un peu en question le travail des équipes des espaces verts. Donc voilà, le but ça a été de sensibiliser dans un premier temps la population à la gestion différenciée, et puis on a remis au bout du jour la signalétique Biodiversity il y a une année, en 2020, pour les 10 ans de cette signalétique, en incluant cette fois l'ensemble des mesures qu'on a mis en place pour la nature en ville et la promotion de la biodiversité. Il y a aussi les subventions, tout un panel de subventions qui sont proposées pour les particuliers, les propriétaires. À Yverdon, notamment une subvention pour la végétalisation des toitures plates ou des façades. On propose aussi un diagnostic par un biologiste qui se déplace chez le particulier et puis qui lui indique quelles seraient les mesures simples et efficaces à mettre en place sur son jardin pour promouvoir la biodiversité. On finance aussi le remplacement de haies exotiques type laurel ou thuya, hein, qu'on trouve beaucoup chez les particuliers, parce que c'est des haies qui ont l'avantage d'avoir une végétation permanente hiver comme été, bien cachée des voisins, mais au niveau de la biodiversité, c'est des essences qui apportent très peu. Donc nous on propose de les remplacer, de financer le remplacement de ces par des haies vives, indigènes, qui sont nettement plus bénéfiques à la faune locale, puisqu'elles apportent, en plus d'apporter en général des protection et abri, elle propose pour la plupart des essences certains fruits, de la nourriture pour les animaux. Enfin, le dernier point, on est actuellement en train de travailler sur un guide d'aménagement extérieur pour les particuliers aussi, donc ça se fait parallèlement à la révision du plan général d'affectation. C'est un guide qui recense toute une série de recommandations ou d'obligations pour les particuliers, pour les guider lors de travaux sur leurs espaces extérieurs, dans le but de les rendre les plus qualitatifs possibles du point de vue de la nature en ville. Voilà, très brièvement, hein, je ne pouvais pas malheureusement vous présenter de manière exhaustive tout ce qui est mis en place à Yverdon-les-Bains. Le but ce soir, c'est aussi de prendre un peu de recul et d'aborder la question de la nature en ville de manière plus globale. Mais voilà ce qu'on mène à Yverdon-les-Bains, et je suis à votre disposition sans autre pour d'éventuelles questions. Comme nous l'avons mentionné, la nature en ville favorise donc la biodiversité, mais pas seulement. Elle est aussi source de bien-être et plus précisément favorise la santé mentale et physique. Même s'il est plus aisé d'étudier les effets néfastes d'un environnement toxique pour la santé, des recherches se développent aujourd'hui sur le lien entre le séjour en nature et la santé mentale. Pour appréhender ce lien, nous accueillons maintenant Madame Danielle Martinoli. Après avoir étudié la biologie à l'Université de Neuchâtel, Madame Martinoli a obtenu un doctorat en archéobotanique à l'Université de Bâle sur le régime végétal des habitants de grottes préhistoriques en Turquie. Depuis 2008, elle travaille au Forum Biodiversité de l'Académie suisse des sciences naturelles à Berne, où elle est collaboratrice scientifique responsable, entre autres, des thématiques biodiversité en milieu urbain, santé et éducation. Je te souhaite donc également la bienvenue et je lui passe désormais la parole. Donc, j'ai déjà été présentée. Je pense que l'invitation a été faite dans l'optique, parce que nous avons réalisé au Forum Biodiversité une fiche explicative sur les liens entre la biodiversité et la santé. Et je vais essayer de synthétiser cela dans cette conférence. Mais, hop là, maintenant ça passe pas.
Voilà, dans un premier temps, j'aimerais juste vous rappeler ce qui a déjà été mentionné plusieurs fois, que nous nous trouvons dans une crise de la biodiversité, pour ensuite nous concentrer sur le milieu urbain. Qu'en est-il de la biodiversité en milieu urbain et pourquoi le milieu urbain est-il important? Et je vais, dans un troisième temps, me concentrer sur ces liens entre la santé et la biodiversité pour finir brièvement sur un projet que nous avons en cours et qui se consacre à la question comment mieux intégrer la nature en ville. Donc, voici deux photos du début des années 70 où l'on voit en haut un pare-brise de voiture après un parcours sur l'autoroute et en bas un lampadaire dans une ville avec beaucoup d'insectes sur les deux photos, des images qu'on ne connaît plus à l'heure actuelle. Parce qu'en effet, nous avons une grande diminution des insectes, du nombre d'insectes, donc de la biomasse d'insectes. Ceci a été mis en évidence pour la première fois en Allemagne grâce à une organisation de protection de la nature qui faisait des observations dans des réserves naturelles sur une très longue période. Et ils ont constaté entre 1989 et 2016 que cette biomasse d'insectes avait diminué de 76%. Mais en plus du nombre d'insectes, c'est aussi la diversité, donc le nombre d'espèces d'insectes qui diminue. On voit ici en rouge, en Suisse, les insectes qui se trouvent sur la liste rouge des espèces en danger et cela représente environ 60% des espèces que l'on observe régulièrement. Donc, une diminution de la biomasse et une diminution de la diversité, du nombre d'espèces. Bien sûr que la diminution d'espèces comme les insectes a un impact également sur les organismes ou les animaux qui se nourrissent de ces insectes, donc oiseaux et chauves-souris. Ici, à l'exemple du martinet, du rouge-queue à front blanc et de la pipistrelle commune, qui tous trois ont besoin d'un grand nombre d'insectes pour pouvoir survivre et nourrir leur progéniture. Donc, on voit que ces diminutions d'insectes ont des conséquences sur ces diminutions de certaines espèces ont des conséquences sur d'autres espèces. Tout est en lien. C'est ce qu'exprime en fait le terme de biodiversité. Cette diminution touche pas seulement les oiseaux, les insectes, mais aussi d'autres organismes. Mais ce ne sont pas que les insectes qui diminuent, c'est aussi les milieux naturels que nous avons en Suisse. Par exemple, ici, les prairies et pâturages secs, très riches en espèces, également en espèces rares, qui ont diminué fortement entre 1900 et 2000. Je vais encore une fois en arrière. Vous voyez qu'en 1900, il y avait encore en vert foncé un grand nombre de ces milieux d'agriculture extensive. Et en 2000, il n'y en a plus que de petites taches éparses. Cette diminution des milieux naturels touche également d'autres milieux comme les marais, les forêts naturelles, les plaines alluviales, etc. Et en gros, suivant les milieux, ils ont perdu entre 70 et 95% de leur surface d'origine depuis 1900. Donc voilà un peu une image très sombre de l'état de la biodiversité. Il est clair qu'avec les mesures qui sont prises en politique de la protection de la nature, mais aussi les mesures qu'on entend beaucoup de mesures, beaucoup de villes, beaucoup de cantons, beaucoup d'organisations s'impliquent dans la protection de la nature. Et il y a beaucoup d'endroits où la perte a pu être stabilisée, mais c'est toujours des très petits, des exemples très locaux. On peut dire qu'en général, la tendance est toujours à la diminution et on n'a pas encore réussi à rétablir, à stopper cette perte et à donner une tendance positive à la biodiversité. Mais alors, qu'en est-il du milieu urbain? Donc, on l'a déjà entendu, souvent le milieu urbain, on a opposé nature et milieu urbain. Et également, en biologie, il a fallu beaucoup de temps pour que les biologistes s'intéressent au milieu urbain. Et ce n'est que ces 20 à 30 dernières années, en fait, que
les biologistes ont commencé à regarder ce qu'il y avait, quelle était la nature qui se trouvait également dans les villes. Et on a pu constater que les villes peuvent abriter une biodiversité étonnamment élevée. Donc, la ville présente une mosaïque de milieux, ce qui fait que cette biodiversité peut être aussi élevée. Et cette mosaïque est composée, par exemple, de vestiges de paysages naturels, comme à gauche une petite rivière, ou des éléments d'anciens paysages agricoles, comme les vergers, des espaces verts, des jardins, des parcs, comme on l'a déjà vu, ou de petites zones de nature sauvage. Toutes ces différents milieux présentent une diversité de microclimats, de chaud à sec, ombragé, humide, et tout cela a une très grande dynamique. Donc on dit qu'en ville, on peut toujours trouver un coin où quelque chose est en fleurs, alors que dans les paysages naturels, c'est souvent les surfaces sont plus grandes et plus homogènes. La nature en ville permet donc d'accueillir une grande biodiversité, ou peut permettre d'abriter une grande biodiversité en milieu urbain, mais elle apporte également beaucoup de co-bénéfices, donc on appelle aussi des services écosystémiques, donc des bénéfices pour nous humains. Il y a par exemple la réduction du bruit ou l'amélioration de la qualité de l'air. La biodiversité en ville peut améliorer également la gestion de l'eau de pluie, réduire l'effet d'îlot de chaleur qu'on a déjà entendu plusieurs fois, effet d'îlot de chaleur qui devient de plus en plus fréquent en période de canicule dans les villes et qui va également, en plus de devenir plus fréquent, toucher des périodes toujours plus longues. La biodiversité augmente également l'attractivité d'un lieu et peut favoriser le tourisme d'un lieu. Il favorise les contacts sociaux, approfondit le sentiment d'appartenance à un lieu ou à une communauté, et peut également renforcer l'identité d'un lieu ou l'identité d'une communauté. Et un autre co-bénéfice, la biodiversité favorise la justice entre les générations, dans le sens que préserver la biodiversité permet de léguer une biodiversité saine aux générations futures. La biodiversité a également des co-bénéfices en matière d'offrir une expérience de la nature, d'expérimenter la nature, de pouvoir entrer en contact avec la nature. Et justement, les co-bénéfices touchant plus à la santé, comme le mouvement, la santé mentale et le bien-être, que je vais développer par la suite. Donc, lien entre biodiversité et santé. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on peut dire que la santé est plus que l'absence de maladie ou d'invalidité. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. C'est très important de voir que cette définition de la santé est très, très large. Nos recherches de littérature nous ont montré que les travaux scientifiques mettent en évidence que la nature en ville est salutogénique, ce qui veut dire que la nature en ville est propice à la santé, ou plutôt à rester en bonne santé. On voit entre autres que la nature en ville permet de réduire la mortalité, notamment cardiovasculaire, et abaisse le taux d'obésité. La nature en ville réduit le vieillissement cognitif, donc le vieillissement des capacités intellectuelles. Elle favorise le rythme cardiaque, la tension sanguine et le niveau de vitamine D, et réduit la prévalence du diabète de type 2. Les études ont également montré que la nature en ville permet d'accroître le poids des bébés à la naissance. Donc, ce sont tous des effets que l'on peut attribuer au fait que la nature en ville permet aux gens d'aller simplement à l'extérieur, de bouger, d'avoir plus de mouvement et d'être exposé à la lumière du jour et simplement à la vie extérieure.
Ici, j'ai choisi pour chaque exemple pour chaque diapo, un exemple d'un travail scientifique. Ici, une étude qui a été faite en Suisse, où l'on a suivi pendant plus de 7 ans une cohorte qui incluait plus de 4 millions de personnes, donc une étude très, très longue et avec un grand nombre de personnes. Et elle a montré qu'il y avait des preuves cohérentes que plus de nature en ville réduisait le risque de mortalité et que cet effet protecteur ne se limitait pas seulement à l'absence de sources de pollution. La nature en ville a également un effet positif sur la santé mentale. Et là, l'évidence scientifique est très bonne. On voit que beaucoup d'études différentes montrent que le contact avec la nature réduit le stress, la fatigue, l'anxiété, les états de dépression. Ceci peut, entre autres, être mesuré par les taux de cortisol, par exemple. La nature en ville a également un effet positif sur la restauration de l'attention, donc sur notre régénération. Dans la nature, on peut en fait mieux recharger ses batteries, comme on le dit peut-être dans le langage familier. La nature en ville a également un effet positif sur l'humeur et favorise le sentiment de bonheur. Ici, une étude allemande se basant sur près de 15 000 ménages ou 30 000 individus a montré que la santé mentale de personnes vivant dans des régions où la diversité des espèces de plantes et d'oiseaux était plus grande était meilleure. Donc là, ils ne se sont pas seulement limités au fait d'avoir de la nature en ville, mais ils ont vraiment regardé à la diversité d'espèces, l'effet de la diversité, d'une plus grande diversité d'espèces de plantes et d'oiseaux, et ont constaté que l'effet sur le lien avec la santé mentale était évident. La nature en ville a également un effet positif sur le développement des enfants. Elle améliore entre autres le développement physique, par exemple la motricité fine et cognitif, donc par exemple l'attention des enfants. Il est très important pour les enfants de pouvoir faire l'expérience de la nature pour pouvoir faire appel à cette ressource, à la nature, plus tard, pour mobiliser ce sentiment afin de mieux se régénérer. Donc là, on peut faire le parallèle avec l'alimentation. C'est seulement en ayant goûté à une diversité de fruits et de légumes à l'âge enfant que l'on peut, à l'âge adulte, vraiment apprécier toute cette diversité qui est également la source d'une alimentation une alimentation qui est bonne pour notre santé. Le contact avec la nature renforce également le système immunitaire. Donc là, on connaît les études d'enfants de paysans ayant grandi en contact avec beaucoup d'animaux ou de la terre, etc., ont un meilleur système immunitaire que d'autres enfants qui n'ont pas eu ces contacts. Et ce meilleur système immunitaire diminue également les problèmes d'allergie, etc. Le contact avec la nature diminue également le risque de développer une maladie mentale par la suite pour les enfants. Et là, il existe une grande étude au Danemark, une très très grande étude qui a étudié plus de 9000 personnes et qui a mis en évidence ce lien entre les enfants, la nature en ville et des troubles psychiatriques. Donc, les enfants qui avaient grandi avec peu d'espace vert étaient jusqu'à 55% plus susceptibles de développer des troubles psychiatriques à l'âge adolescent ou adulte. La nature en ville favorise également la santé sociale en favorisant les contacts sociaux, en améliorant la cohésion sociale, en réduisant la solitude et en favorisant les interactions et l'entraide sociale.
et tout ça également en procurant un sentiment de sécurité. Donc, la nature en ville donne un espace où l'on peut se rencontrer, se connaître, faire des choses ensemble. Donc, très, très important aspect social également. Toutes ces études ont toujours porté sur, ont porté sur des natures différentes, plus ou moins diversifiées, mais on a pu montrer dans une grande étude systématique de littérature qui a vraiment compilé tout ce qui existe sur cette thématique. Et ces études concluent que la richesse en biodiversité, donc la diversité, est également une composante importante pour améliorer la santé mentale et stimuler les comportements propices à la santé. Cette préférence à une nature diversifiée, elle ne bénéficie pas seulement à la biodiversité, mais également à l'homme. Et en plus, on a remarqué dans des études que c'était le type de nature que les êtres humains préfèrent le plus. Donc là, ce sont des images d'un projet de recherche Biodiversity, un projet de recherche suisse, qui date déjà un peu, et qui a montré que les citadins suisses préféraient les espaces verts dégagés, une végétation variée, composée de buissons et d'arbres disposés de façon éparse, sur des prairies qui ne sont pas entièrement tondues. Donc, on voit que les 3 images du haut étaient nettement préférées par rapport aux 3 images du bas. Alors, quel type d'espace vert avons-nous besoin dans nos villes pour qu'elles favorisent la santé de l'être humain et en même temps la nature? On a vu qu'une nature diversifiée et proche d'un état naturel était important, mais pour l'être humain, c'est important aussi que cette nature ait un aspect entretenu, qu'il soit possible de l'utiliser, donc avec des bancs ou des chemins, qu'elle soit facile d'accès et qu'elle donne un sentiment de sécurité. Nous avons besoin de nature de proximité, facilement visible de la plupart des endroits, donc une nature que l'on voit, une nature devant la porte, une nature que l'on voit par la fenêtre. Cette nature est importante pour le bien-être, la diminution du stress et la restauration mentale. Mais nous avons aussi besoin de petits espaces verts ou espaces verts privés, semi-privés à l'échelle locale, donc des jardins ou des petits espaces verts de quartier, pour les jeux des enfants, pour les écoles, pour permettre un accès aux personnes âgées, pour permettre un accès à l'ombre, avec nos villes qui deviennent toujours plus chaudes, pour permettre la vie en plein air, comme on l'a bien remarqué pendant la pandémie, où la vie se passait plus en plein air qu'à l'intérieur. Donc, ce sont des espaces importants pour cette vie-là. Et oui, notamment par temps chaud, donc en période de canicule. Mais ce sont des espaces qui permettent également le jardinage et d'autres activités. Nous avons aussi besoin d'un réseau d'infrastructures vertes pour rendre les transports actifs comme la marche et le vélo agréables et attrayants, par exemple ombragés en été, à nouveau quand il fait chaud. Et ce réseau d'infrastructures devrait permettre de desservir tous les quartiers d'une ville. Et enfin, nous avons aussi besoin de grands parcs et de plus grands espaces verts périurbains qui soient facilement accessibles pour toutes et tous pour faire du sport et d'autres loisirs actifs, pour permettre de se réunir en famille ou avec des amis et pour faire cette expérience de la nature qui est si importante et afin de se ressourcer. Alors, comment intégrer la nature ou mieux intégrer la nature en ville? C'est une question que beaucoup de gens se posent. En fait, on connaît beaucoup de techniques, on connaît les techniques, comment transformer un gazon en prairie, etc. Mais par contre, il y a quand même toujours un grand potentiel qui n'est pas utilisé. Donc là, nous avons un projet qui est en cours qui s'appelle Co-créer la biodiversité en milieu urbain, dans lequel notre objectif
et de mieux intégrer la biodiversité dans tous les processus de construction ou d'aménagement du territoire ou d'aménagement d'urbanisme. Ce projet est parti du constat que les surfaces qui peuvent être améliorées pour la biodiversité en milieu urbain sont dépendants de beaucoup d'acteurs. Donc, énormément d'acteurs sont concernés quand on travaille sur ces surfaces. Il y a la main publique, les administrations, les planificateurs, différents exécutants comme entrepreneurs et entreprises. Il y a les responsables de l'entretien, comme les concierges ou autres, les promoteurs, promoteurs et propriétaires, différents niveaux de savoir, de qualité et encore d'autres acteurs. Et tout cela tout au long du cycle de vie de ces surfaces ou de ces surfaces construites. Donc, ce cycle qui est du cycle depuis la planification à l'aménagement jusqu'à l'entretien. Donc, dans ce projet, nous travaillons avec des sites pilotes où nous rassemblons les acteurs concernés par les surfaces, nous les mettons autour d'une table et nous entrons dans un processus de co-création avec eux pour que les acteurs entre eux se comprennent mieux et arrivent à comprendre les problèmes de chacun, les problèmes auxquels sont confrontés les différents acteurs et de trouver en commun des solutions pour mieux intégrer la biodiversité dans la ville. Donc, je n'ai pas le temps d'approfondir, mais ce projet nous permet d'acquérir beaucoup de nouvelles connaissances très intéressantes dont on aimerait ensuite pouvoir les généraliser et les répliquer dans d'autres projets. Voilà, si vous êtes intéressé, nous avons un site internet biodiversité-urbaine.ch où vous trouverez plus d'informations. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Martinoli. C'est nous qui vous remercions pour cet état de l'art passionnant entre la nature et la santé. Après des études en biologie qui l'ont amenée de Genève en Antarctique en passant par la Patagonie et l'Afrique du Sud, Madame Fontaine a œuvré durant plusieurs années dans le domaine de l'éducation à l'environnement. Elle a notamment été en charge de divers projets et programmes de sensibilisation à l'Université de Genève, au Conservatoire et Jardin botanique du même canton, puis à la section genevoise de Pro Natura. Elle a rejoint l'État de Genève en 2019 où elle coordonne dès lors le programme Nature en ville. Soyez la bienvenue, Madame Fontaine, je vous cède aussi la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais faire l'exercice du partage d'écran, j'espère avec succès. Donc oui, c'est un peu la magie de la visioconférence. Je vais vous amener à Genève, donc on va partir d'Yverdon un petit moment pour vous présenter un petit peu le contexte du programme Nature en ville qui est actuellement en cours au niveau du canton de Genève et puis les différents enjeux et problématiques ou solutions qu'on rencontre quotidiennement. Donc, tout d'abord, un petit aperçu de ce qu'on appelle le canton là, du bout de la Suisse. On l'appelle aussi le canton-ville souvent. Donc, c'est vrai que c'est un tout petit canton, donc 282 km², avec une agglomération forte, dense, dynamique, en croissance. Et malgré tout, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, des espaces de nature qui sont représentés, préservés et dont la qualité augmente, notamment à travers des programmes d'amélioration de la biodiversité en zone agricole, des plans de gestion très stricts des zones forestières ou encore tous les programmes de renaturation des lacs et cours d'eau. Donc voilà, Genève abrite, je vous le promets, une nature riche et diversifiée et également fortement soutenue par les bases légales, qu'elles soient fédérales ou cantonales. Et puis là au milieu, un tiers du canton qui est concerné par la zone urbaine, à strictement parler, et dans laquelle effectivement des reliquats de nature subsistent à travers le patrimoine arboré, les parcs
et puis certains hotspots ou petites réserves naturelles ou d'espaces de biodiversité. Et puis surtout, on l'a évoqué, je l'ai entendu tout à l'heure, la question de la perméabilité de la zone urbaine, comment une nature peut la traverser, peut la survoler, peut s'y glisser. Et ça, c'est un enjeu de taille pour le canton de Genève. On l'a évoqué aussi, la nature en ville, en particulier dans la zone urbaine, est de plus en plus décrite à travers les services écosystémiques qu'elle nous rend, c'est-à-dire tous les services gratuits que la nature nous rend. Donc, on l'a vu, hein, la lutte contre les îlots de chaleur, la purification de l'air, le bien-être. Voilà, il y a vraiment toute une série de services qu'elle nous rend gratuitement et qui sont de plus en plus pris en considération. Et on est en train aussi d'évaluer, de commencer à trouver des indicateurs de la nature en ville à travers ces services écosystémiques, avec prudence, parce que le but de la nature, ce n'est pas seulement de rendre service à l'homme, elle a aussi toutes les raisons d'être pour elle-même. Mais voilà, pour arriver à lui redonner une place et une valeur au sein de la zone urbaine, c'est des notions qui sont en train d'être développées. Donc, pour répondre à ces enjeux, hein, comme ceux-là, plus tous ceux qui ont été évoqués, de crise de la biodiversité, de changement climatique, d'urgence climatique qui a été décrétée au niveau cantonal en tout cas. Donc, il y a eu tout un programme, une politique publique qui a été mise en place. Elle est née, disons, les discussions se sont intensifiées à partir de 2010, qui était l'année internationale de la biodiversité, où on a commencé à parler de créer une loi, d'inscrire en fait la protection de la biodiversité dans la loi cantonale. Donc ça, il y a un projet de loi qui a été déposé en 2011 et qui a été voté, qui a été validé en 2012. C'est depuis là que la biodiversité est inscrite dans la loi, dans une loi cantonale qui est la première de Suisse, donc la loi biodiversité cantonale, qui s'est déclinée ensuite à partir de 2013 en règlement et en différents programmes d'action. Donc, il y a un programme d'action sensibilisation à la nature, il y a un programme d'action corridor biologique et il y a un programme d'action nature en ville, dont vous voyez le petit sigle à droite de l'écran. Pour l'heure, c'est un programme qui est incitatif, donc qui vise à fournir des outils, à accompagner tous les projets de nature en ville, parce qu'effectivement, au-delà de ces éléments incitatifs, il y a très peu d'éléments légaux qui nous permettent d'assurer la prise en compte de la nature en ville, et c'est des éléments sur lesquels on travaille. Mais néanmoins, la prise de conscience, qu'elle soit citoyenne, politique, ramène en fait ce sujet dans le haut des débats à tous les niveaux, je dirais, décisionnels, et nous permettent de vraiment mener une politique active sur ce sujet. Donc, le programme Nature en ville, il se décline à travers 3 axes. Donc, le premier, bien évidemment, l'axe fondateur, c'est favoriser, promouvoir, préserver la biodiversité. Donc, la biodiversité, faune, flore et milieux naturels, habitats indigènes, locaux. Un deuxième axe, c'est de promouvoir cette biodiversité dans le contexte aussi de l'amélioration du cadre de vie, parce qu'en zone urbaine, l'être humain est extrêmement présent, prépondérant dans les discussions, dans les ambitions, et le cadre de vie doit être considéré. Et finalement, et ça a aussi déjà été évoqué, d'intégrer ce processus dans des démarches participatives pour mettre l'humain et l'usager au cœur de la démarche et de la compréhension de l'adhésion de ces ambitions. Depuis 2018, le programme Nature en ville s'inscrit en plus des éléments légaux dont je vous ai parlé dans la stratégie biodiversité. Donc, une stratégie biodiversité nationale a été votée et c'est ensuite décliné à Genève dans une stratégie biodiversité cantonale à objectif 2030 qui se décline en 3 axes, donc connaître, faire connaître, enrichir et valoriser tous les éléments de biodiversité. Et cette stratégie est répartie en 12 champs d'action, dont vous avez les petits écussons en bas, donc infrastructures écologiques, sites protégés, forêts, etc. Avec 2 credos, donc tout d'abord chaque mètre carré compte, et c'est particulièrement valable en zone urbaine, où on commence même à dire que chaque centimètre carré compte.
et que la biodiversité, c'est aussi ça. Donc, on revient à parler d'une biodiversité ou d'une nature ordinaire, de pas de porte, celle qu'on voit tous les jours. On a eu l'exemple des insectes sur le pare-brise qui est tout à fait significatif. Donc, on sort de ces hotspots, de ces réserves naturelles de biodiversité pour aller vraiment sur la biodiversité qui nous entoure, la nature quotidienne, et qui néanmoins est extrêmement importante et fondamentale dans le fonctionnement global du système. Donc, cette stratégie s'est déclinée en plan d'action 2020-2030, et ce plan d'action fixe comme ambition de réhabiliter une infrastructure écologique fonctionnelle. Donc, peut-être un mot sur l'infrastructure écologique, qui est un terme qu'on entend de plus en plus, tant à l'échelle fédérale que déclinée dans les cantons. Donc, l'infrastructure écologique, c'est une réflexion, on a parlé tout à l'heure des trames, des corridors biologiques qui visent à pouvoir permettre aux espèces de se déplacer d'un milieu favorable à un autre, ce qui est extrêmement important, que ce soit pour se nourrir, pour se reproduire, pour se protéger du froid ou des nuisances. Donc voilà, une réserve naturelle ou un hotspot de biodiversité qui est complètement isolée va tôt ou tard disparaître, n'est pas fonctionnel. Donc pour que ces milieux favorables puissent être fonctionnels, on travaille non seulement sur leur protection, mais également sur la possibilité qu'ils soient reliés à d'autres. Donc, cette logique crée une espèce de trame, de toile d'araignée sur un territoire. En l'occurrence, nous, on travaille sur le territoire du canton de Genève, où on va essayer de définir cette infrastructure écologique et surtout d'assurer qu'elle soit fonctionnelle. Donc, cette infrastructure, elle va identifier les 30% les plus favorables d'un territoire et tenter de les préserver et de maintenir une fonctionnalité, sans bien sûr laisser de côté les 70 autres pourcents. Le plan d'action vise aussi à renforcer le lien de la population avec la nature, donc dans les programmes de formation, la sensibilisation, les programmes participatifs, et puis propose d'adopter le réflexe biodiversité, alors notamment dans l'aménagement du territoire. Donc ça, je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est vraiment un enjeu fondamental. Comment planifier, comment intégrer la présence et les enjeux biodiversité en amont des projets et tout au long aussi de leur fil de vie. Et également garantir un état exemplaire. C'est vrai que voilà, le canton ou les communes possèdent un foncier important et peuvent impulser des bonnes pratiques, montrer des bons exemples. Et sur ça, c'est vraiment voilà, quelque chose sur lequel on travaille et sur lequel on a encore du travail. En particulier, je vous le mentionne rapidement, mais vous trouvez évidemment toutes les références sur Internet. Donc, le chapitre 7 de ce plan d'action se concentre sur l'espace bâti. Donc, un chapitre est dédié à l'espace bâti spécifiquement. Au niveau de ce chapitre, ce qui est proposé, c'est vraiment de travailler notamment sur une meilleure intégration de la nature en ville dans les processus de planification. Donc, tout ce qui est règlement, plan, alors à Genève, on les appelle les plans directeurs, je crois que dans le canton de Vaud, ça s'appelle le plan de planification. Il y a aussi un axe fort sur les acteurs privés, également les communes. Donc voilà, les différents acteurs ont été identifiés et on a essayé de travailler sur quels étaient les leviers ou les possibilités d'action de ces différents acteurs à leurs échelles. Quelques enjeux voilà, dont on parle beaucoup, mais au niveau de l'espace bâti, tout d'abord, avant toute chose, c'est la conservation de ce qu'il reste de nature. Alors évidemment, on met sauvage entre guillemets parce que c'est dans une définition biologique du terme de la nature sauvage, et en particulier en zone urbaine, il n'y en a plus ou plus beaucoup, mais néanmoins de la nature riche et précieuse et d'autant plus des zones refuges dans un milieu qui peut être parfois très hostile. Donc, tout d'abord, cet axe très fort de conservation qui est inscrit dans la loi de protection de la nature fédérale, qui oblige en fait à conserver toute une série de milieux ou d'espèces prioritaires. Et puis, si la conservation n'est pas possible, alors c'est réaliser des milieux de substitution, donc de remplacement, de reconstitution de qualité,
qui n'auront jamais, dès le départ, une aussi bonne qualité qu'un milieu existant. Donc, voilà, il ne suffit pas de couper des arbres et de les replanter ou d'assécher un marais puis d'en recréer un pour atteindre la même qualité. Mais néanmoins, s'il y a vraiment des intérêts opposés voilà, qui nécessitent de passer outre l'état de conservation, de pouvoir substituer à l'égal, voire regagner en qualité et en quantité des milieux favorables. On l'a largement évoqué dans les précédentes présentations, mais évidemment, la mise en place doit être accompagnée par des mesures d'entretien, donc sur le moyen long terme, notamment en gestion différenciée, qui permettent d'assurer la qualité de ces espaces, et puis la connexion entre ces différents milieux. Donc voilà, avec des prises de position fortes sur le besoin de prendre en compte les composantes nature en amont des planifications, des projets, donc avec des diagnostics, avec des inventaires, avec une connaissance des milieux qui sont concernés. Et puis avec cette nouvelle logique pour les constructeurs qui est attendue, c'est de pouvoir construire autour ou avec, et non plus par-dessus ou à la place des éléments naturels. Donc, je vous donne très rapidement quelques exemples de réalisation genevoise. Donc, vous avez ici une toiture végétalisée extensive avec des milieux, notamment le tas de bois que vous voyez. Ce n'est pas juste du bois qui a été amené là par hasard, mais c'est bien un petit habitat pour toute une série d'insectes, de faune et également une flore mousse lichen qui va être voilà, favorisée par des petits aménagements. Toute la recherche, on parle encore aujourd'hui de recherche sur les toitures végétalisées, sur les façades végétalisées, pardon, donc qui présentent un potentiel très intéressant, mais dont les techniques sont encore à améliorer. On a aujourd'hui peu ou pas d'exemples favorables, notamment sur le long terme, avec des questions d'arrosage trop intensif, de végétaux qui ne supportent pas ce type de végétalisation. Donc voilà un exemple de sujet qui est encore en cours d'amélioration, de réflexion. Tout le lien, donc on travaille beaucoup nature en ville, eau en ville, la place de l'eau dans la ville, où va l'eau de ruissellement, qu'est-ce qu'on peut en faire, quelle synergie on peut trouver avec des éléments naturels. Vous avez ici un exemple de nous qui récupère effectivement toute l'eau de ruissellement, de toiture notamment, d'une zone industrielle et qui permet de recréer des milieux humides très, très intéressants pour la faune et la flore. On a aussi, dans une logique de synergie, ce triptyque entre l'eau, l'arbre et le sol. Donc, c'est souvent des éléments qui doivent être réfléchis et travaillés en complémentarité parce qu'ils peuvent vraiment s'apporter l'un l'autre. Et ils sont nécessaires les uns aux autres. Prairie, gestion différenciée, donc on en a parlé. Là, en l'occurrence, je vous le mentionne, c'est un exemple d'un site industriel qui a décidé de passer en gestion différenciée l'ensemble de ces parcelles. Donc là aussi, on travaille évidemment avec les entreprises pour favoriser ce genre d'engagement. L'accueil de la biodiversité dans le bâti. Vous avez ici des exemples Alors là, c'est intéressant, c'est sur l'Opéra de Genève, en plein centre-ville. L'opéra qui abritait des nichoirs à martinets et qui a été au bénéfice d'une rénovation complète de façade. Et pendant toute la période des travaux, des nichoirs de substitution ont été posés sur les échafaudages, donc travaux qui ont duré 3 ans, je crois. Et pendant ce temps, les populations de martinets ont pu occuper ces gîtes provisoires et ont ensuite, à la suite des travaux, retrouvé les gîtes originaux. Les potagers urbains, alors, qui ont une forte vocation sociale et participative, productive également. On a beaucoup parlé de ce lien entre l'homme et la nature de proximité. Donc, les potagers sont un outil merveilleux pour développer des projets dans ce sens-là. Et puis, sous certaines conditions, peuvent effectivement servir de refuge aussi pour une certaine biodiversité. Notamment dans des potagers qui sont développés en permaculture, sans traitement, ou avec aussi des espèces fleuries, mellifères, etc. Et puis finalement, toutes les démarches participatives, donc c'est vrai qu'on sent un élan très fort, notamment au niveau des associations de quartier, d'habitants, des écoles, voilà, de différentes structures qui souhaitent maintenant
se saisir de cette thématique de la nature en ville ou d'espaces de proximité qu'ils souhaitent investir et faire vivre de leurs projets, de leurs envies. Donc, très rapidement, alors voilà, beaucoup de liens avec ce qui a été présenté en début de conférence sur ce qui se fait à Yverdon. Et c'est intéressant de voir qu'on travaille tous dans la même direction, mais un petit peu quels outils ont été développés à Genève pour favoriser la nature en ville. Donc, tout d'abord, cette plateforme Internet donc, qui s'appelle 1001 sites nature en ville, 1001sitesnaturenville.ch. Et qui nous sert à double objectif. Donc, tout d'abord, c'est une vitrine, en fait, de tous les projets portés par l'ensemble des acteurs de la communauté de la nature en ville. Donc, ce n'est pas du tout une présentation des actions cantonales, hein. C'est vraiment une plateforme démocratique où chacun peut venir inscrire sa réalisation, son projet, pour la faire connaître et l'intégrer dans un réseau. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, on a souvent cette sensation dans la nature en ville de faire du pointillisme, de faire des projets à toute petite échelle. Et puis tout d'un coup, en les mettant en connexion les uns avec les autres, on se rend compte qu'on est effectivement en train de recréer une trame qui peut être fonctionnelle à certains niveaux. Donc l'importance de pouvoir faire vivre cette communauté à travers cette vitrine, mais également un centre de compétences. Donc, cette plateforme se veut le lieu de recensement de tous les outils à disposition, de toutes les aides à la mise en œuvre, à la pratique. Donc, voilà, c'est vraiment le centre un peu névralgique de nos actions. On y trouve notamment un onglet sur les soutiens financiers qui sont proposés à Genève. Donc, on soutient effectivement divers types de réalisations en faveur de la nature en ville, sous différents critères, donc que ce soit de la végétalisation de toiture, du remplacement de haies exotiques par des haies vives, la replantation ou la plantation d'arbres, mais voilà, toute une série d'actions. Et on soutient aussi certaines structures actives dans le domaine, notamment une fêtière qui coordonne l'action de tous les potagers urbains, par exemple. Donc, on soutient aussi d'autres associations qui travaillent dans ce sens-là. Au niveau d'un autre outil, d'une autre typologie, c'est tout ce qui est certification. Donc, notamment, nous promouvons la charte des jardins, notamment à l'intention des privés ou des communes. Donc, la charte des jardins qui édicte une série de bonnes pratiques à mettre en œuvre dans son jardin, comme son nom l'indique. Le label Nature Économie, par exemple, qui lui s'adresse aux entreprises qui souhaitent transformer leurs espaces verts en milieux favorables, ou encore le label Ville Verte, qui est aussi un label suisse qui a été développé à l'intention des communes qui souhaitent inscrire leur engagement en faveur de la biodiversité à travers un label. Donc voilà les principaux éléments, mais il y en a d'autres. Et puis, donc, comme je le disais en introduction, on a développé un sigle Nature en ville. Vous voyez le petit sigle en haut de l'écran. Et ça, c'est un peu la marque de fabrique de la nature en ville qui se trouve à disposition des usagers pour mettre en avant leurs engagements. Et puis, la mise à disposition gratuite de toute une série de panneaux explicatifs que vous voyez en bas. C'est vrai qu'on s'est rendu compte de l'importance de pouvoir expliquer, notamment lors d'un changement de pratique, les raisons de ce changement, quels sont les objectifs visés. C'est vrai que quand on passe d'une gestion horticole, fleurie, avec un dégradé de couleurs et puis un gazon anglais, à une prairie fleurie qui va être fauchée 2 fois par année, ça suscite souvent des questions, des incompréhensions, des peurs aussi. Donc, on met à disposition gratuitement ces panneaux pour faciliter l'adhésion et la compréhension du public. Également, toute une série de fiches conseils. Donc, il y a une dizaine de fiches conseils thématiques, comment végétaliser une toiture, comment créer des mares urbaines, comment planter une haie indigène. Donc, ça, c'est des fiches qui vont de la planification du projet jusqu'à son entretien, donc qui passent à travers toutes les étapes de vie d'une réalisation, avec également des éléments financiers, combien ça coûte, quels sont les types d'aides que je peux recevoir pour ces mises en œuvre. Et puis, on a aussi créé des tutos, notamment sous forme vidéo, pour peut-être toucher un public différent, plus jeune et plus réactif, donc qu'on fait notamment circuler sur les réseaux sociaux ou autres.
On travaille évidemment, je dirais, à la source, donc au niveau de la formation. Donc, un CAS Nature en Ville a été mis en place dès 2013 en collaboration donc État de Genève et EPIA, la Haute École d'ingénieurs de Genève, architecture du paysage. Et donc, c'est un certificat qui a lieu tous les 2 ans, qui dure une année, qui est un certificat en cours d'études. Et qui permet durant une année de se spécialiser sur ce sujet de manière assez pointue. Et voilà, qui rencontre un bon succès depuis sa mise en place, sauf erreur qui n'a pas d'équivalent en Romandie, même si voilà, c'est une thématique qui vient de plus en plus traitée. Et également, on est en train de travailler sur la mise en place d'une formation plus à l'intention des techniciens, donc responsables d'espaces verts, de voiries, notamment au niveau communal, pour leur permettre d'acquérir des outils, d'échanger aussi des bonnes pratiques qu'ils auraient développées à leurs échelles. Voilà, pour un bref survol des actions. Je me réjouis, si on a encore un peu de temps, de pouvoir échanger et répondre aux questions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Fontaine. On s'y attendait. Vous nous avez effectivement présenté un grand nombre d'exemples très inspirants pour les autres villes et cantons, je l'espère. Pour finir les présentations, je propose de passer maintenant la parole à Monsieur Rolando Bassetti pour une note un peu plus artistique et culturelle. Il est directeur du Centre d'art contemporain de la ville d'Yverdon-les-Bains. Il vous présentera brièvement l'exposition Supernature aujourd'hui à votre disposition. Merci pour cette opportunité de vous présenter brièvement notre exposition, notre nouvelle exposition qui s'intitule Supernature et que vous pouvez visiter jusqu'au 12 septembre. Alors, cette exposition réunit les travaux de 12 artistes dont la pratique est liée de manière plus ou moins intime à la nature. Le titre de l'exposition est emprunté à un morceau disco écrit et interprété par Marc Cerrone en 1977. Le texte de la chanson donc, décrit un futur hypothétique où l'utilisation de produits chimiques dans l'architecture a créé des créatures qui surgissent de la terre et qui viennent se venger de la race humaine. Donc, dans ce contexte, l'entreprise humaine est allée trop loin dans le dérèglement d'un écosystème et donc la nature, toute puissante, règle le problème par elle-même. Dans l'exposition sont présentées différentes formes d'expression, donc d'interprétation et de réaction à la confrontation, consciente ou pas, de ces artistes avec l'hypothèse de l'effondrement de notre civilisation. L'exposition veut aussi donner donc une vision puissante et magique de la nature qui n'est pas absente d'une certaine esthétique un peu psychédélique, vu que nous nous retrouvons dans un registre disco. Donc, au Centre d'art sont réunis différents travaux de peinture, dessin, sculpture, vidéo et installation. La quasi-totalité des œuvres ont été produites pour l'exposition, voire réalisées in situ, donc en dialogue avec l'architecture du Centre d'art. Alors, le premier exemple, vous l'apercevez ici sur la gauche de la photographie. Il s'agit d'une image, donc c'est une image noire et blanc, produite par l'artiste yverdonoise Sarah Karp. Sarah se balade souvent en nature avec son appareil photographique. La photo ici s'intitule The Dragon Spirit, l'esprit du dragon. Elle a été prise au pays de Galles, dont le symbole est justement un dragon. Et nous savons bien, on est attiré par cette masse noire et étincelante. Nous ne savons pas bien si nous sommes dans un élément liquide ou aérien. Donc, ça, c'est un peu à découvrir quand vous verrez au Centre d'art. La deuxième image, vous pouvez déjà la voir au fond de la photographie ici et vous la voyez mieux ici. Il s'agit d'une peinture murale de dimension monumentale réalisée par le peintre
d'origine portugaise, mais qui vit et travaille à Lausanne, Miguel Menezes. Il s'est basé pour cette peinture sur l'observation et la représentation du ciel. Et il s'est inspiré aussi d'autres disciplines qui étudient et observent le ciel. Il a produit cette peinture en considérant non seulement l'architecture du lieu, donc il crée un dialogue avec l'architecture du centre d'art, mais en réfléchissant aussi aux autres œuvres des autres artistes qui allaient exposer dans les deux salles attenantes à sa peinture. Par exemple, vous voyez ici en premier plan une installation de verre, de fleurs de verre, réalisée par le duo zurichois Musser et Glazova, et qui ont réalisé cette installation en 3D en utilisant des pièces en verre vintage. Et il y a aussi un son qui accompagne la déambulation dans l'installation. Troisième et dernière image que vous voyez ici reproduit l'installation vidéo et son de l'artiste Maya Rocha. L'installation ici s'intitule Luna Park. Elle dure 20 minutes. Et c'est un bon exemple de la pratique de Maya Rocha, même si elle est inédite, elle a été produite pour être présentée au Centre d'art. Alors, Maya Rocha se questionne en général dans sa pratique sur la place de l'art dans la société et elle invite le public à s'engager pleinement et à vivre pleinement. Donc, c'est une expérience plutôt immersive. Et ici, elle a conçu sa vidéo comme une grande toile qui se compose sous les yeux des spectatrices et des spectateurs. Et en conclusion, je vous invite aussi à consulter le site du Centre d'art d'Yverdon, dans lequel, sous la page agenda, vous trouvez tous les rendez-vous en lien avec l'exposition. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bassetti. Je pense que vous l'avez certainement compris, nous avions une soirée assez ambitieuse et c'est désormais le moment de passer aux questions. Je vous propose une demi-heure de débat maximum pour ne pas monopoliser toute votre soirée. Et je commence par les questions qui nous sont déjà arrivées. La première de Monsieur Wössner, est-ce que la perte de biodiversité est en partie réversible? Faut-il établir des réserves pour y arriver? Suffit-il de protéger et laisser revenir? Je pense que c'est une question destinée à Madame Martinoli qui nous a parlé justement de la décroissance de biodiversité en Suisse. Alors, c'est une question très, très difficile parce qu'il faut différencier suivant les milieux. Par exemple, il y a des milieux que l'on peut rétablir, d'autres qu'il est beaucoup plus difficile de rétablir. Ça dépend aussi du contexte. Si les températures jouent, si les régimes de gestion de l'eau jouent. Donc, par exemple, l'exemple des tourbières en Suisse, depuis qu'elles sont protégées, elles continuent de diminuer parce qu'elles sont en partie, elles s'assèchent, elles continuent de s'assécher en partie. Donc, c'est vraiment pas facile de rétablir ou même déjà de conserver ce genre de milieu très délicat en l'état. Mais il y a des milieux que l'on peut rétablir. Justement, on l'a vu, des prairies où on peut offrir des milieux de substitution pour certains animaux. Donc, c'est un peu, ça dépend un peu des milieux. Après, c'est clair que la perte de biodiversité, s'il s'agit de la perte d'une espèce, c'est quelque chose qui n'est pas réversible. Une espèce qui est perdue, qui a disparu, elle a disparu pour toujours. Je pense que les réserves, c'est un peu, c'est justement ce qu'on a fait pendant longtemps et on a remarqué que c'était pas suffisant. Donc, on a besoin de plus que les réserves naturelles où on laisse la nature pour elle. C'est vraiment maintenant un ensemble. L'homme doit
vivre avec la nature et vraiment intégrer les deux choses. On fait partie de la biodiversité et on doit pouvoir permettre à la biodiversité de se développer également. Je vais vraiment dans le même sens, hein, mais en tout cas, en zone urbaine, ce qui est intéressant, ce qu'on entend souvent et je trouve qu'il est assez inspirant, c'est de dire, bon, revenir à un état originel, non, ça c'est de toute manière pas quelque chose qui est nécessaire ou qui est pertinent. Par contre, c'est imaginer la nature de demain. Et donc, enfin, on l'a évoqué, notamment toute une réflexion au niveau des essences d'arbres qui doivent être adaptées à des futurs changements climatiques à venir, qui sont projetés aujourd'hui. Donc, il y a bien sûr toutes ces réflexions-là. Mais en fait, la nature, elle est très intelligente et elle sait exactement ce qu'elle a à faire. Et à un certain stade de la réflexion, ce que la nature, elle a besoin, c'est de place. C'est juste d'espace pour pouvoir se réapproprier et redevenir fonctionnel dans une logique de réseau. Et donc, voilà, en zone urbaine, on peut essayer de planifier, d'imaginer, alors ici, on va mettre tel milieu, ici, on va mettre telle espèce, ici, on va favoriser ou protéger telle espèce. Mais en fait, ce que la nature aurait besoin dans l'absolu, c'est qu'on lui laisse des espaces où elle est tranquille. Et puis que ces espaces, comme je l'ai dit tout à l'heure, puissent être de manière très fonctionnelle, reliés entre eux, pour qu'elle puisse, si elle a trop chaud, se déplacer, si elle n'a pas à manger, aller trouver à se nourrir ailleurs. Mais voilà, que ce soit la faune ou la flore, ils savent très bien faire ça. Laissons-leur juste de l'espace pour le faire. Merci beaucoup pour ces réponses. Je passe à une deuxième question, aussi destinée à Madame Martinoli, qui a évoqué les multiples bénéfices de la nature sur la santé. Cette question vient de Monsieur Hervé Savieux. Existe-t-il des données officielles chiffrées, c'est-à-dire monétaires, de ces retombées? Meilleure santé publique, diminution des maladies, baisse des coûts de la santé. Oui, c'est une question très, très intéressante parce que c'est clair que si l'on connaissait ces coûts, ce serait des aides à la décision très importants. Il y a eu je connais quelques essais de calcul de coûts, donc chiffrer des effets préventifs de la nature en ville sur la santé, en particulier en Grande-Bretagne. Mais c'est clair, c'est quelque chose de très, très compliqué à faire parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent. Donc, c'est toujours difficile de démontrer que l'effet est vraiment dû à la nature et pas à d'autres facteurs. Donc, c'est des chiffres qui varient énormément et qui sont aussi très controversés. On est en train de développer un projet où on aimerait avoir un outil qui permet de calculer ou de comparer les coûts et les bénéfices de l'entretien de surfaces vertes conventionnelles comparées à des surfaces vertes proches de la nature. Et ça, les coûts, on les connaît en général, mais les bénéfices en matière de santé, en matière de données microclimatiques ou en matière énergétique ou de gestion des eaux, elles existent aussi. Il suffit de les collecter, de les mettre ensemble et ça permettrait vraiment d'avoir un outil très, très puissant de prise à la décision, également justement dans le milieu de l'immobilier, des investisseurs, etc. Merci beaucoup. J'ai une deuxième question de M. Savieux aussi. Je vais peut-être l'adresser à Mme Fontaine. Dans la fabrique de la ville, à grande échelle d'urbanisme comme celle plus petite de l'architecture, le poste aménagement paysager est souvent peu doté financièrement. Pouvoir avancer les avantages de manière chiffrée donnerait plus de poids à la place à la nature en ville. Y a-t-il un levier financier? Merci pour la question. Effectivement, hein, c'est un des gros problèmes qu'on rencontre quotidiennement dans les projets de développement urbain. C'est que la part du budget alloué aux aménagements extérieurs, aux spécialistes, architectes paysagistes ou autres professionnels viennent en dernier, donc sont souvent tributaires de l'ensemble des autres décisions qui sont prises en amont. Et ça, c'est vraiment un problème et ça amène souvent à des pesées d'intérêt ou à des prises de décision qui sont faites très tardivement dans l'échelle de vie d'un projet en défaveur d'aménagement qualitatif
parce qu'il y a d'autres nécessités. Alors, un des exemples typiques, en tout cas, qu'on rencontre, mais je pense que c'est un peu partout pareil, mais à Genève, c'est les accès pompiers qui viennent souvent très tard dans les réflexions, dans les planifications et qui sont évidemment tout à fait nécessaires d'assurer au niveau de la sécurité des futurs habitants, mais qui souvent viennent en opposition ou, disons, viennent prendre de la place qui était originellement prévue pour développer des milieux type prairies ou des plantations. Donc voilà, ça c'est un exemple très concret. Après, au niveau des leviers financiers, donc peut-être ça c'est une spécificité, je crois, genevoise, mais on a un règlement de conservation du patrimoine arboré qui est un levier financier en fait très intéressant dans le sens où il inscrit dans la loi l'obligation, en fait, une base financière. En fait, il va chiffrer la valeur d'un arbre. Je la fais en très résumé. C'est-à-dire que si on est responsable de l'abattage d'un arbre ou d'une série d'arbres, eh bien, on est aussi responsable de compenser ces abattages par un montant financier équivalent. Donc, longtemps, on avait compris cette loi, on l'appliquait, on abat un arbre, on en replante un autre, mais en fait, ce n'est pas du tout aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'un arbre peut avoir 30, 50, 100 ans en milieu urbain, offre une série de services écosystémiques et de services pour la biodiversité extrêmement importants qui valent, entre guillemets, financièrement peut-être 50 petits arbres qui devront être plantés pour compenser la perte de cet arbre-là. Donc, on a un règlement qui fixe ce système-là, donc qui oblige en fait tous les projets qui sont responsables d'abattage à bloquer le montant équivalent, donc le montant compensatoire. Et maintenant, on travaille de plus en plus sur l'obligation, en tout cas la prescription forte, de remplacer sur le site de l'abattage même cette valeur compensatoire. Donc ça, c'est un levier financier qui est intéressant. Récemment, vu l'urgence climatique, la prise de conscience aussi citoyenne, la valeur compensatoire a simplement été doublée. Elle est passée du simple au double, donc depuis le début de l'année ici à Genève. Donc, on voit que cette problématique, elle est encore renforcée et de mieux en mieux prise en compte. Donc, voilà, pour un exemple. À noter aussi que là, on parle vraiment des arbres, mais qu'une partie de ces montants, si ce n'est pas possible de replanter sur site, peuvent être octroyés aussi à d'autres mesures en faveur de la biodiversité, comme la végétalisation des toitures, création de haies ou de milieux humides. Donc voilà, peut-être un exemple de mécanisme financier qui est utilisé à Genève. Merci beaucoup, c'est effectivement intéressant. Je reste avec vous, Madame Fontaine, pour une question de Monsieur Vincent Wenger. Vous évoquiez le processus participatif dans votre présentation. Pouvez-vous décrire de quelle manière les acteurs sont intégrés dans ce processus et à quel moment? Peut-être par le biais d'un exemple de processus participatif réussi à Genève en lien avec un projet Nature en ville. Bon, alors ça, c'est la magie du processus participatif, c'est-à-dire qu'il est à chaque fois différent et unique. Je dirais, je peux peut-être vous citer deux. Tout d'abord, il y a une série de projets qui ont été menés sous des mini-chantiers à Genève, donc sous Ferrer de 2014 jusqu'à encore actuellement. Donc, ces mini-chantiers, c'était des projets qui avaient pour vocation d'accompagner des processus de mutation urbain, donc des quartiers soumis à densification prochaine ou des requalifications d'espaces publics ou également en lien avec des projets de mobilité comme des voies vertes. Et donc, des périmètres ont été identifiés avec un appel à la participation des usagers actuels et futurs de ces espaces, ce qui leur ont permis, à travers des ateliers, de dessiner un projet ou un aménagement pour le périmètre défini. Donc ça, c'est une projection qui a été faite vraiment de manière, dans la règle de l'art de la participation. Et puis, ce qui était intéressant avec ces mini-chantiers, c'est qu'ils avaient vocation d'être éphémères, donc d'occuper un espace pendant un temps de transition,
sachant que ces périmètres étaient voués à être, pour la plupart du temps, densifiés ou à être intégrés dans un projet de quartier ou autre. Donc, c'était souvent des petits projets, mais avec une participation extrêmement intensive des usagers. Et puis, dans plusieurs cas, voilà, je vous donne quelques exemples qui me viennent en tête, mais il y a eu notamment la fermeture d'un tronçon de route qui était avant sens unique avec des places de parc et qui a été fermé pendant 2 ans et qui était de toute façon prévu d'être fermé dans le futur quartier. Et pendant ces 2 ans, les habitants ont totalement refait, débitumiser une partie, ils ont peint une partie du bitume avec un projet artistique, ils ont installé des potagers et ils ont vraiment investi en fait cet espace qui est devenu un lieu de cohésion sociale, de lien, de rencontre entre les habitants, de discussion aussi, au point où en tout cas dans ce projet-là, un espace un peu équivalent a été ensuite intégré dans le futur quartier, dans les réflexions du futur quartier, tellement ça avait pris d'importance, d'ampleur pour les usagers. Il y a aussi un autre exemple dans un parc, le parc des Franchises à Genève, où là aussi toute une série d'usagers, d'associations, d'écoles ont été intégrés dans les réflexions de mise à jour de l'image directrice du parc et ont pu s'approprier différents éléments et puis les installer dans le parc, notamment des potagers à nouveau, une buvette, des beach volleys. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça crée une dynamique et une adhésion des usagers au parc qui est assez exemplaire. Nous avons ensuite une question d'une citoyenne ou citoyen lausannois qui nous écrit anonymement pour demander quid des budgets participatifs à Genève pour influencer les projets d'implantation de nature en ville. Ce n'est pas quelque chose qui est encore très courant, où j'ai peu d'exemples en tête. J'en ai un que je peux partager avec vous, qui a été mis en place assez récemment par une commune, la commune de Tonnay, qui a souhaité, en lien avec un grand quartier en construction, donc il était prévu un espace de verdure à proximité du quartier, et ils ont souhaité travailler sur le concept des micro-forêts urbaines, donc de replanter un écosystème forestier ou en cours qui visait un écosystème forestier. Et alors en partie pour financer le projet, mais aussi pour justement susciter l'adhésion des citoyens, ils ont offert la possibilité de subventionner un arbre ou plusieurs par les habitants en fait, de la commune. Et ils ont été très surpris du succès de l'action. L'exemple qu'il m'avait cité, c'est qu'ils ont eu des dons jusqu'à plusieurs milliers de francs de certains habitants qui souhaitaient promouvoir ce type d'aménagement à proximité de chez eux. Donc ça, c'est l'exemple qui me vient en tête de budget participatif. C'est vrai qu'on en discute beaucoup dans l'économie circulaire, dans les coopératives. Donc, c'est des choses qui arrivent, mais j'ai encore peu de retours de pratique ou d'exemples à vous partager. Je passe alors à la dernière question, en tout cas, qui est à l'écran en ce moment. Nature en ville à Genève aussi, cadre légal est-il prévu d'inscrire certains objectifs dans les outils légaux, plan directeur cantonal, plan directeur communal, plan d'affectation, des objectifs, des contraintes, un indice de nature minimum lors de chaque projet, par exemple? Alors oui, c'est effectivement un levier qui est réfléchi et qui est développé. Alors, je peux répondre pour Genève, mais je sais qu'en tout cas dans le canton de Vaud et notamment dans certaines communes, c'est des choses qui se font déjà également. En tout cas, à Genève, on travaille pour l'instant beaucoup à l'échelle du quartier. Donc là, on essaye d'intégrer ces éléments, ces prescriptions ou ces attentes dans les règlements. C'est des appellations, je crois que je ne connais pas les traductions intercantonales, mais voilà, les plans localisés de quartier, donc qui travaillent à l'échelle du quartier, ont un règlement, et c'est vrai que ça, c'est un élément dans lequel on peut souvent amener des ambitions nature en ville, telles qu'un pourcentage de toiture végétalisée ou un pourcentage de prairies pour les espaces ouverts. Donc, c'est des choses qui se font déjà, mais de manière relativement timide.
c'est sûr que dans le cadre des révisions des plans directeurs communaux, on est intégré, donc on accompagne les processus, on préavise également les éléments. Donc, voilà, au niveau des aménagements favorables à la biodiversité, mais également sur des concepts de taux de revêtement perméable, imperméable, sur des éléments de pollution lumineuse. Donc, voilà, des sujets qu'on essaye de pousser dans ces cadres-là. Et puis, voilà, au niveau cantonal également, une révision qui est en train de démarrer à Genève. Donc, voilà, c'est des discussions qui débutent. C'est vrai que c'est un levier d'action qui est très intéressant. On a aussi l'évolution des bases réglementaires, des bases légales qui est régulièrement discutée au niveau politique. Et on sent que voilà, il y a encore assez peu de changements concrets, mais c'est des choses qui pourraient apparaître assez rapidement avec des nouveaux articles qui permettent de soutenir de manière un petit peu plus réglementée la nature en ville que ce qui se fait actuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est principalement incitatif. Et puis peut-être juste encore un élément, c'est qu'on s'est rendu compte dans ces réflexions qu'on manque parfois de références, voilà, qu'est-ce qu'on veut, combien, sur quelle base, sur quel indicateur pour la nature en ville. Et puis, on est en train de travailler dans ce sens-là avec nos collègues. Donc, moi, je travaille pour l'agriculture et la nature, l'Office, avec nos collègues de l'urbanisme pour développer un référentiel nature en ville qui fixe en fait le socle, le minimum en dessous duquel on n'accepte plus que les projets descendent. En gros, le minimum légal pour la nature en ville. Et puis ensuite, tout ce qui peut être fait en plus, comment et sur quelle base incitative. Donc, c'est effectivement un outil ou une réflexion qui est en cours et qui est prévu d'être prochainement publié. Merci beaucoup, Madame Fontaine. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions à l'écran. Je profite pour remercier toutes les interventions jusqu'ici, notre municipal, le public, toute l'équipe de service de l'urbanisme qui nous aide à mettre en œuvre ces conférences. J'espère vous retrouver lors de la prochaine rencontre au mois de septembre pour parler de changement climatique. Je prends congé de vous et pour le mot de la fin, je cède à nouveau la parole à notre municipale, Madame Gloria Carte. Et je vous souhaite à tous une belle soirée. Madame Carte. Merci beaucoup, Madame Diaz. Merci aux intervenants pour vos contributions extrêmement riches et intéressantes. C'est un sujet tout à fait d'actualité. Merci aux collaboratrices et collaborateurs du service de l'avoir choisi parce que c'est bien dans l'air du temps et ça demande beaucoup de réflexion et beaucoup d'actions à venir. Je pense que ça nous donne aussi beaucoup de pistes, toutes ces réflexions. Et en tous les cas, merci encore une fois à tous d'avoir consacré votre soirée. Voilà, bonne soirée, merci à tous, bon été et à la rentrée.